La personne en qui tu avais le plus confiance te trahit au moment où tu es la plus vulnérable. Pourquoi? Comment? Parfois tu as l'impression que la vie t'abandonne et que tu cherches absolument à te dédouaner de tout, être la victime et donc la star du show négatif par son drama queen, en rejetant la faute sur tout sauf toi, des circonstances et surtout une personne sur qui tu peux tout décharger, ton punching ball. Quelqu'un que tu n'aimes pas pour ce qu'il est, mais pour sa fonction utile, voire agréable. Mais d'autres fois, tu as vraiment l'impression que la trahison a été machinée dans un plan où tu servais de prix, de cible à abattre. C'est dur à vivre. On n'est pas des super agents surentraînés depuis l'enfance, avec tout l'attirail des réactions ripostes badass. Mais raison de plus pour ne pas se résigner et commencer par mieux comprendre la nature humaine pour ce qu'elle est, pour ce qu'on suppose qu'elle devrait être, et composer avec les contraintes, tout en restant ouvert devant les bonnes surprises. Que ce soit ton ami, ton partenaire professionnel, privé, ton conjoint, ta conjointe, ta compagne, ton compagnon. Bref, cela peut s'appliquer à toutes les formes de trahison qui font mal et que parfois tu refuses d'accepter. Tu trouves ça injuste? Cela arrive trop souvent. Et si c'était aussi ta faute? Ça marche souvent dans les films, comme par hasard. Car ce n'est pas logique. Tu estimes n'avoir rien fait pour mériter ce traitement, ce châtiment. Tu n'avais pas besoin de ce coup de grâce. Et blablabon. Je teste un format différent avec cet épisode spécial analyse indépendant de toute interview pour que le growth mindset soit plus facile à associer à ton expérience sur un sujet courant. C'est mon interprétation, mes hypothèses. À toi de voir si cela correspond à tes expériences. Tu as sûrement d'autres points de vue, des compléments. Ça peut intéresser les autres. Donc n'hésite pas à commenter. Si tu as des questions, pose-les. Si je peux proposer d'autres hypothèses, qui sait, tu trouveras peut-être un écho plus perso. Je développe après le générique. Si tu ne connais pas encore ce podcast, c'est le moment de découvrir ce qui peut t'apporter d'unique. À toi. Je travaille avec Sharon, l'agent spécial des secrets de la nature humaine. Sa mission? Découvrir nos mobiles émotifs réels, ce qui déclenche nos actions, réactions, interactions et impacte nos vies. Toutes les pistes, toutes les hypothèses, tous les domaines, rien ne lui échappe. Moi seul connais son identité, je suis l'email, l'agent spécial du Growth Mindset, son unique contact. Grâce à des témoins, j'aide Sharon dans son enquête de vérité. Découvre la nature humaine pour le pire et pour le meilleur. Défends ce qui compte pour toi. La personne en qui tu avais le plus confiance, qui te fait le coup le plus bas, et pile au pire moment de ta vie. Sans compter que t'es même pas censé te plaindre. Et comme en entretien d'embauche, si tu dis mal de ton ex-collègue employeur, on te soupçonnera toujours d'avoir été le problème, voire l'unique coupable. Et même si tu parvenais à lever le doute, le cerveau retient que l'expérience reste mitigée, soit un risque potentiel. Donc peu importe, que tu sois blanc comme neige ou noir corbeau, tu peux passer pour un porte-poisse et ça suffira comme red flag. C'est injuste, radical, préjugé, mais le contraire exigerait trop d'énergie de la part de quelqu'un qui ne te connaît pas assez. Il doit décider parce qu'il a aussi des contraintes, des comptes à rendre, des résultats à fournir. Ce serait à toi toujours de leur faciliter ton onboarding pour que même ta seule présence semble attirer les bonnes nouvelles. Comme une sorte de superstition sociale, un vieil héritage génétique qui sait, pousse chacun à se rapprocher du clan gagnant afin de survivre et s'éloigner des marginaux. Double peine pour toi, et voilà. Car dans un dialogue, le premier qui s'énerve a perdu. Perdu le contrôle de la conversation, tu risques de perdre ta crédibilité. Tu peux toujours choisir de ne pas agréer sans être désagréable. Ça laisse une image positive de toi. Et tu marques toi-même ton expérience comme un bon moment, et non une injustice de plus. À toi de constater les faits réels, tels quels, et non tels que tu les imagines. Demande-toi par exemple si ce sera encore important la semaine prochaine, le mois suivant, dans 1, 3, 10 ans. Et tu pourras te trouver ridicule de t'acharner sur ce qui ne vaut pas ta peine aujourd'hui. Le cerveau est simple, voire simplet, vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas ou peu, avec ce fâcheux réflexe de ne retenir en priorité que les nouvelles extrêmes.
comme autant de signaux d'alerte et non les nuances. Et les sales nouvelles et réputations circulent, se charrient plus vite que les bonnes. Via les véhicules, les porteurs habituels, j'ai nommé les cancans, les gossips. Les infos toxiques, des gens qui n'ont aucun objectif durable dans la vie, autre que de pourrir la tienne. Pour détourner l'attention et se prendre pour des Javert de la justice absolue. Javert, le personnage toxique des Misérables, qui s'acharne sur Jean Valjean, comme son ennemi juré, parce qu'un Javert aime non pas la justice, mais sentir qu'il contrôle le sort des gens. Nuance, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Comme ils n'ont pas de valeur à apporter eux-mêmes, ils vont collectionner les cancans comme les journaux à scandale pour qu'on les associe avec ces nouvelles. On s'abonne à eux, en quelque sorte. Ce que eux, au lieu de créditer les auteurs des informations, discréditent en fait, en tirant sur eux pour tirer la couverture à eux et se pelotonner de plaisir malsain dedans, ce qu'on appelle la Schadenfreude, la joie du malheur d'autrui. Si tout le monde était toujours courageux et vertueux, le mot courage et héros n'existerait peut-être pas. Donc, les mauvaises nouvelles circulent plus facilement que les bonnes, car sinon, ça exigerait trop d'efforts des gens qui ne vivent que par procuration des stories des autres. Parce qu'à force de les suivre, ils finiront bien par trouver quelque chose de croustillant pour se prouver qu'ils avaient raison. La procuration marche très bien. C'est un mimétisme du comportement humain qui permet de ressentir les mêmes émotions de façon passive, comme en tant que spectateur d'un film, d'une série, d'un match sportif où tu ne risques rien. Tu ne te fatigues pas dans ton canapé, mais tu excites autant tes sens comme si tu étais sur le terrain pour des aventures extrêmes en un minimum de temps que tu ne vivrais jamais ou pas en sortant vivant et entier. C'est aussi un biais cognitif, comme un effet Tetris, tu connais? À force de jouer au Tetris, tu vois des Tetris partout. Et tu t'imagines que ce sont des coïncidences, des signes qui confortent tes idées, tes instincts, tes envies, ta motivation comme ta déprime. C'est juste ton imagination en action et pas la réalité. Juste ta version des faits, ton interprétation, ton point de vue, pas la vérité absolue. Mais c'est aussi ce qui te permet de créer le charme de tes journées, comme de te pourrir la vie, uniquement par suggestion. Et c'est puissant. Donc tu vas prendre la peine de chercher des nouvelles, des gens qui comptent pour toi. Des informations qui t'aident à grandir ou te laisser tenter par le plaisir court terme, vite consommé, vite oublié, vite addictif. Ou au contraire oublier tes problèmes et retarder le moment de les résoudre. Pour ensuite t'étonner de te retrouver avec autant d'emmerdes tous en même temps. Ceux que tu as collectionnés toi-même, plus ceux qui s'invitent avec le temps et la probabilité que ton statu quo, by the way, status quo, en anglais, en français il n'y a pas d'ess, ne peut tout de même pas persister ad vitam aeternam. Le fonctionnement du cerveau peut donner des indices sur le pourquoi, comment, des trahisons si clichés et touchant comme par hasard un peu trop souvent, voire systématiquement les gens les plus proches possibles de toi. Ce n'est pas pour les dédouaner, mais si ce fonctionnement se produit par défaut, en standard, mieux vaut le savoir. Une personne avertie en vaut deux, comme on dit. Le cerveau peut médire, tel le pire de tes haters, ou te dorloter, comme si tu étais protégé par le destin, en t'inspirant tout et son contraire, le scénario du meilleur et surtout du pire. C'est un hystérique, un accro aux catastrophes, un peur de tout et bon à rien si tu ne lui trouves pas des occupations dignes de ta vie. C'est à toi de le former, et peu importe si tu as eu les parents, proches, profs qui te convenaient ou pas, tant mieux si c'est le cas. Mais ce n'est pas une excuse. Sinon, dis-toi qu'au moins tu sais ce qui ne marche pas avec toi, donc tu essayes autre chose, ailleurs, avec d'autres personnes. En changeant les habitudes, tu peux découvrir, apprendre beaucoup et te mettre à créer de plus en plus ce qui te ressemble et que personne n'avait réussi à t'exprimer avec clarté, au point où tu les assimiles et te les appropries. Car ce que je disais toujours quand j'étais instructeur, ce qui compte, ce n'est pas juste que j'ai été claire, mais que j'ai été comprise par mes stagiaires. Dans le premier cas, il s'agit de ma performance, dans le second, de l'impact de l'expérience positive ou négative sur mes stagiaires. Autrement dit, de la valeur perçue sur mon explication. On est tous des créatures d'habitude, comme on dit, avec un mal fou à en changer. Que ce soit les fréquentations, les lieux, le job, la nourriture, les loisirs. Tu aimes te sentir à l'abri quelque part. Chacun sa définition du chez soi, tu as forcément la tienne. Certains sont nomades, comme si le monde leur appartenait, et que la découverte permanente les dynamise, où ils espèrent rester insaisissables, sans attache, libres et pas en cage dorée, chacun sa conception, interprétation, perception du bien-être, bien vivre, avec un chez-soi concret ou abstrait, physique ou mental. Plus tu t'habitues, plus tu t'attaches, plus tu risques aussi de devenir possessif, intransigeant, conservateur, peu importe la forme de biais que ça prend. Ou saturé au contraire, te blaser de tout, en mode à quoi bon, plus rien ne te satisfait. Ce n'est pas automatique et demande un effort d'adaptation, une flexibilité. C'est plus facile quand ton changement est associé à une bonne expérience, ou au moins une circonstance, où, quand, comment, pourquoi, avec qui, pour qui, quoi, combien, à quel point, jusqu'où.
comme déménager pour un nouveau job ou grâce à une promotion, une vie de famille, un projet. C'est douloureux dans le cas contraire. Tu es attaché émotionnellement à la personne qui compte le plus pour toi, ou assez pour en souffrir. L'autre le sait pertinemment qu'il ou elle détient un levier sur toi, qu'il actionne à fond en exploitant ta faiblesse, en s'estimant légitime par-dessus le marché après tout, ce que tu lui as fait subir. Le monde à l'envers, pas vrai? Mais pourquoi, comment ça a-t-il pu t'arriver, à toi? Pas ton ami BFF pour la vie, pas ton associé, partenaire, quasi frère ou sœur, enfin bon. Tellement cliché comme dans les films, ce n'est pas possible, c'est juste un cauchemar, tu ne piges pas la logique. Et si on ne t'avait jamais aimé finalement, en tant que personne humaine, mais purement en tant que centre de profit, tant que tu vaux son argent, son temps, sa réputation et son énergie? Ce sont les 4 valeurs d'échange, des devises sociales les plus précieuses aux yeux des gens, d'une façon ou d'une autre. 4 valeurs que personne ne veut perdre, espère gagner, au moins épargner, donc en te fréquentant, même si l'autre perdait sa journée, en payant le prix fort en ticket d'entrée, billet d'avion, pour t'attendre sous une pluie diluvienne, avec du vent glacial, avec 0 garantie de te voir et réussir à t'entre-apercevoir 5 secondes. Est-ce que cela les vaut? Pour un fan inconditionnel d'une star, oui. Et toi, à ton niveau, quel proche s'offre les moyens de te garder dans leur entourage? Tu sais bien que les vrais amis ne sont pas à tes côtés que quand tout va bien et que tu partages des moments agréables. Car comme par hasard, le jour où une seule de ces 4 valeurs perd sa cote, surtout la réputation, sur le fait d'appartenir à une ou plusieurs communautés auxquelles tu tiens, ce jour-là, tu perds ton intérêt. Tu peux même être sacrifié, troqué, en gage de loyauté de ton ex-ami à sa nouvelle communauté et nouveau meilleur ami, voire leader. Beaucoup plus bankable, plus flatteuse, plus intéressante dans tous les sens du terme, que si il ou elle restait avec toi et ta société, ta communauté, moins tendance. Et si tu avais accepté un peu vite ton ami, par insécurité, par pur désespoir d'en avoir un, de même que ton ami te délaisse pour un autre, comme si il ou elle était incapable d'assumer son identité, sans se planquer au chaud dans un clan qui semble avoir plus de chances de gagner. Tu t'es cru ouvert, généreux, alors qu'en fait, tu as cédé à la facilité. Tu n'as pas décidé en respectant tes valeurs, ton identité, tu as dit oui à quelqu'un en disant non à un projet plus important, plus impactant pour toi. Tu n'as pas écouté plus que ça, ni tes propres sens, ni les siens en fait, pour checker si vous étiez sincères chacun de votre côté, ou si tu faisais semblant de glisser sur ses défauts. Et si toi aussi tu n'avais choisi ton ami qu'en tant que faire-valoir, ou éternel second, si tu es du genre champion, championne dans ton domaine, ton microsystème, pour avoir quelqu'un d'inférieur à toi, qui reste sous ton contrôle. Autre hypothèse, ce n'est pas ta faute si ton ex-ami était un taker, au sens d'Adam Grant. Il y a des gens qui prennent et ne donnent jamais. Le principe de réciprocité ne s'applique pas à eux, jamais. Ou il faut que toi tu donnes beaucoup plus de valeur, 10 fois, 100 fois, et de façon incroyable, avant qu'eux te concèdent éventuellement, si tu y penses, un minimum de valeur, même pas exclusive et en public, s'il vous plaît, devant témoins, pour la peine, pour leur image. Ces takers, preneurs, donnent peut-être à tout le monde, sauf pour toi. Ces takers sont capables de t'accuser de leur faire du chantage affectif, donc ne te donnent rien exprès pour voir si tu restes quand même, pour tester tes limites, sans aucune intention de te respecter. Comme des pervers narcissiques sélectifs, si je peux appeler ça ainsi. Faudrait que je fasse un épisode à part, rien que sur la perversion narcissique avec des références cinéma, littérature, pour que tu comprennes à quel point tu as pu être conditionné pour accepter trop facilement tous les abus que nos rêves, nos désespérances d'une vie romantique nous poussent dans les griffes et dans la gueule de ces prédateurs inhumains. Et personne ne te croit car ce traitement ne concerne que toi. Comme dans une famille, quand certains parents gâtent l'un des enfants et délaissent les autres, en accusant même ces autres de justement manquer de générosité, des mots qui font mal, car sans scrupule, parce qu'ils croient vraiment à leurs mensonges pour ne pas souffrir. Un taker, déguisé en giver, te garde de cadeaux et investit largement au début sur toi, mieux que si tu étais son enfant unique, pour te rendre accro à lui ou à elle, avant de trahir sa vraie nature quand toi, continue à tout l'excuser en souvenir du bon vieux temps. Alors que ce bon vieux temps ne reviendra jamais, car il n'a jamais été authentique. Il profitera à sa prochaine victime, si malheureusement tu es tombé sur quelqu'un de pervers narcissique. Bref, c'est important de valoriser l'amitié pour ce qu'elle est. Il ne s'agit pas d'être trop exigeant ni accepter le tout venant pour te donner une image cool, ce qui rappelle fort de la réputation, soit de l'ego. Mais te demander si ce que tu attends de ton ami est bien aligné avec ce que ton ami attend de toi,
ou si vous faites vos plans chacun de votre côté sans vous concerter avec un rôle que vous vous attribuez dans 2 stories différentes qui ne peut quand même pas se dérouler forcément avec un scénario écrit d'avance où tout est prévu jusqu'au happy end. Même les acteurs au cinéma et dans les séries négocient leur rôle, leur réplique tout au long du tournage pour défendre leurs intérêts à mesure qu'ils perçoivent mieux la valeur de leur personnage dans la story. Pourquoi il en serait autrement dans la vie? Ils se contenteraient de jouer un rôle que d'autres leur assis, sans rien adapter à mesure, sans aucune évolution. On serait tous des clones, plus ou moins utiles et agréables, parfaitement prévisibles, et on réagirait tous comme prévu dans le script quoi qu'il advienne, pour le meilleur comme pour le pire, sans entraînement, c'est inné, on sait tout résoudre, tout faire. Et en 45 minutes, le temps de la série. Non, tu assumes ta propre responsabilité, ton rôle à jouer, dans ta propre vie pour te satisfaire. Au lieu de compter sur l'autre, en t'habituant un peu trop à l'avoir à ta disposition, comme si cette personne t'appartenait sans que tu aies besoin de la sortir, la changer, la nourrir, la loger pour t'apporter ce bonheur. À force, il arrivera un moment où il ou elle ne pourra plutôt réussir selon tes critères, ton point de vue, car tu pourrais devenir plus exigeant, relever le niveau de tes attentes. C'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Ça favorise le progrès, mais avec la transformation des gens, rien ne garantit que chacun reste aligné, ni sur les mêmes objectifs toute sa vie, et encore moins avec les tiens. Sans compter que tout ne dépend pas ni de toi, ni de l'autre. Les aléas ne manquent pas parmi les circonstances extérieures. Même les 4 saisons ne sont plus fiables. Alors les êtres humains. Chacun fait de son mieux avec ce qu'il a, ou en tout cas aime le croire, pour s'accrocher à quelque chose, se sentir digne d'être là. Chacun sa vie, ton ami n'a pas pour job de te faire réussir la tienne, de te servir d'agent personnel pour résoudre tous tes problèmes, et non seulement sans être payé, mais en te consacrant une partie de sa vie. Lui offres-tu l'équivalent où ta relation s'avère en réalité déséquilibrée, soit injuste, pas si simple, mais humain. Tu n'as qu'une vie, ton ami, partenaire, compagnon, compagne, associé, enfin, aussi. Si tes objectifs ne sont plus alignés avec les siens, ce qui arrive avec le temps, et si chacun de vous fait l'effort d'évoluer, de prendre des risques, découvrir de nouveaux domaines, soit de nouvelles communautés, de nouveaux intérêts, si toi ou ton ami trouve que ça réclame trop d'efforts, que toi ou ton ami ne comprend pas ou a peur de l'incertitude de cet effort nouveau, tout peut arriver, quoi de plus normal. Les fictions idéalisent beaucoup le rôle de sauveur à toute heure, de l'ami idéal, comme du conjoint idéal. Mais en fin de compte, ce serait injuste de l'accabler de la charge mentale à 100% de la réussite, la tienne, ton bonheur. C'est surtout à toi d'inspirer du positif pour attirer les personnes saines d'esprit qui ont plus de chances d'être alignées facilement avec toi. C'est à toi d'assumer ta part de l'amitié pour le meilleur comme le pire, pour ne pas accabler davantage ton ami de tes problèmes comme si c'était son job de te les résoudre. Et si toi ou ton ami choisit d'aider plus que la normale, cela reste un choix libre qui doit être motivé et en accord avec ses valeurs au même titre que des heures supplémentaires. Si toi ou ton ami n'est pas sûr du sacrifice par rapport à vos objectifs respectifs, chacun assume sa prise de risque et communique avec transparence à ce sujet. Chacun sa vie, beaucoup de choses échappent à notre contrôle, beaucoup de choses peuvent se révéler injustes, mais cela reste de la responsabilité de chacun de composer au mieux avec ce qu'il, elle a, et travailler sur comment améliorer son futur malgré tout. Si l'un ou l'autre n'a plus la force, le courage, l'ouverture, l'intégrité physique ou mentale, le growth mindset de suivre, et se contente d'attendre que quelqu'un ou quelque chose lui tombe du ciel pour tout arranger, il serait peut-être temps de suivre des chemins séparés pour que chacun tente sa chance selon ses conditions, sans chantage affectif pour entraîner l'autre dans le statu quo ou la facilité. Le sujet reste vaste, j'ai voulu l'aborder, lancer des pistes. J'aurai l'occasion de compléter, développer d'autres points sur la nature humaine et comment tu peux te défendre au quotidien en restant lucide, réaliste sur la complexité des gens qui ne peuvent pas toujours être parfaitement en accord avec toi. Il faut l'accepter pour te libérer l'esprit et te consacrer à tes priorités, au lieu de continuer à ruminer, ressasser le passé, te polluer la tête de problèmes que tu ne peux pas résoudre. Je ne suis pas pour le pardon, qui ressemble un peu trop à du marketing des religions, et je suis athée. Je considère que pardonner, c'est te punir une seconde fois, si c'est bien la dernière, sinon ce serait deuxième. Alors que le fautif t'a fait du mal. C'est excusé avec peu d'efforts et son enfoiré de cerveau va lui souffler de récidiver la prochaine fois, en poussant plus loin le bouchon, juste pour voir. Ça va être fun. Au pire, il va s'excuser plus longtemps. Et hop, rebelote. C'est pas cher payé. Pour te causer un nouveau tort et prétendre qu'il n'a pas fait exprès, comme un joueur qui parie qu'il peut encore gagner. Ce n'est plus la personne qui parle, mais son addiction à l'escalade des fautes et mensonges. Il veut se dépasser en bêtises, mais à tes dépens. Et toi, tu es sûr que pardonner te fait du bien? Ou tu te mens à toi-même en te montrant injuste envers toi-même et les vrais amis qui n'abusent pas de toi? Non, moi je ne pardonne pas.
Il faut que l'autre prouve que cela ne se reproduira pas. Mais il ne faut pas que cela me mine, moi. Tu connais la citation « Je ne suis pas déçu que tu m'aies trahi, mais que je ne puisse plus te faire confiance ». Du point de vue du fautif, tu es une entrave à sa réussite, donc responsable de son échec. C'est pourquoi dans son crâne, dans la mesure où il estime avoir fait de son mieux, car il ne reconnaît pas complètement, voire pas du tout, sa responsabilité, il rechigne à s'excuser. Car sa faute n'est pas claire dans sa tête. Et tant qu'il y a un doute là-dessus, c'est toi le problème. C'est toi qui cherches à briser votre relation. Il est humain et toi. Comme Valmont, ce n'est pas sa faute, jamais. Il s'adonne impunément au plaisir constant, tout en sacrifiant votre relation long terme parce qu'il trouvera toujours des pigeons accros de la satisfaction immédiate, sans objectif à long terme. Valmont dans Liaison dangereuse. C'est toi qui es intolérant face à son éventuelle maladresse ponctuelle, accidentelle. Les mots sont terribles, irrationnels et veulent passer pour légitimes. Waouh, attends, minute. Ce n'est pas à toi de te creuser la tête, te triturer le cerveau, de t'accabler de charge mentale, de te saturer de problèmes supplémentaires en prenant la responsabilité entière de la relation pour comprendre s'il ne fait aucun effort pour votre relation, c'est qu'il ne respecte pas assez, qu'il ne te respecte pas assez pour prendre cette peine. Les mots peuvent vraiment te rendre malade. Et non, tu n'as pas à supporter ce comportement toxique envers toi. La personne n'est peut-être pas toxique dans l'absolu, ce serait trop facile à repérer, mais uniquement envers toi, sans témoin durant tout le process. Et pile devant des témoins importants pour toi au moment où tu vas craquer sur un mot, un geste qui semble si anodin, hors contexte et historique. Tout le monde verra uniquement ta perte de contrôle et son sourire ou son comportement de victime. Je connais toutes les combines. Souviens-toi, dans une conversation, le premier qui s'énerve a perdu. Et même si les gens savent, ils ont peur que tu portes la poisse, que tu t'attires les ennuis. Donc vont quand même te fuir, car chacun n'a qu'une vie, pourquoi s'encombrer de ton potentiel de problème? Une sorte de superstition sociale. Des gens qui font partie de ceux qui comptent sur les autres, les communautés gagnantes pour être heureux. Donc peut-être des gens qui ne savent pas se créer leur propre bonheur authentique, selon leurs valeurs, leurs conditions, et vont accuser toutes les circonstances extérieures à leur contrôle. Ce n'est jamais leur faute. Et ils sont les premiers à fuir ce qui ne les arrange pas. S'ils ne trahissent pas directement aujourd'hui, ils le feront demain. Pas de regret. Autant qu'ils quittent ta vie, ton chemin au premier doute. Même si tu n'es pas d'accord que tu te trouves lésé et que votre story ensemble a duré si longtemps que tu éprouves un sentiment de gâchis, ok? Mais comme un joueur de casino qui croit toujours qu'il va se refaire et qui préfère s'endetter davantage, en espérant que la roue tourne en sa faveur, tu ne sais pas pourquoi, mais tu t'acharnes, par habitude. Et les habitudes, surtout mauvaises, sont difficiles à perdre. Pour réussir, faut en trouver de nouvelles qui les remplacent. Ah, au fait, tu sais qu'un joueur qui perd très souvent au casino, ça s'appelle dans le milieu un cadavre. Je te laisse là-dessus. On a tous ce biais cognitif de se croire capable de tout contrôler. Et que si on n'y arrive pas, c'est forcément à cause des autres ou des circonstances extérieures à soi. Parce que c'est trop déprimant d'avouer son impuissance devant la mort de ses proches, leur maladie incurable et d'autres accidents, injustices de la vie. Dès qu'on perd quelque chose, on se sent déjà trahi par sa propre vie. Comme un tournant, une évolution, une insécurité, une incertitude du lendemain, du qu'en dira-t-on et du qu'adviendra-t-il. Et on le reproche à la personne qu'on voit le plus souvent. De même que cette personne qui te voit le plus souvent dans sa vie, le jour où cela commence à basculer, comme c'est toi qu'elle voit le plus, c'est sur toi qu'elle a tendance à projeter son propre échec, à t'associer à ce mal incurable dans son existence comme une superstition. Donc changer d'environnement pour conjurer le sort. Si ton ami change d'ami en te rejetant la faute, ça lui permettrait d'éviter de te recroiser pour ne pas voir en face ses propres problèmes et ta désapprobation, ta non-validation, ta non-reconnaissance, voire ta pitié. Bref, n'importe quelle émotion négative que ton ami associe à toi au lieu de l'accepter comme sienne. Parce que le cerveau, pour revenir au même enfoiré, associe plus facilement une expérience à un être humain qu'à une abstraction. Un humain peut être affecté, une abstraction, un concept, voire une cause plus difficilement. Cela exige plus d'efforts, voire de moyens. Si tu te cognes contre un lampadaire, ça ne t'avance à rien de t'énerver contre lui, ni en l'insultant, ni en le frappant, tu risques même de te faire plus mal. Tu peux pas vraiment l'atteindre, sauf si tu as des super pouvoirs. Arthur Schopenhauer disait que les gens sont comme des cailloux. Donc tu tombes sur eux, ils t'enquiquinent, ils te font mal, bon, tu vas pas t'énerver contre eux. Tu vas peut-être essayer de les balancer s'ils sont plus petits que toi, mais tu vas composer avec, soit tu t'arranges pour changer de chemin et ne plus les croiser. Mais bon, au départ, c'est peut-être pas de leur faute non plus s'ils se trouvent sur ton chemin, ça les arrange pas non plus que tu sois sur le leur, tu vois. Donc tu vas pas changer leur nature, par contre tu peux peut-être composer avec, peut-être les sculpter, tu tentes ta chance. Alors qu'un humain, tu peux le blesser, même par un mot, une réflexion gratuite, sans le connaître. Tu peux avoir l'impression de gagner, avoir de l'emprise. Certains ne vivent que pour ce genre de quick wins, qu'ils collectionnent comme des drogues, ce sont les fameux haters, les trolls. De même que tu suis une personne, et pas une cause, aussi noble soit-elle,
C'est en réalité une personne en particulier qui t'a motivé, même si tu ne te l'avoues pas, ou tu ne le sais pas. Parce que c'est inconscient au départ et parfaitement irrationnel. Je fais référence au livre de John Maxwell, Les 21 lois irréfutables du leadership. Tu es sensible à la story que tu pourrais partager avec cette personne, alors qu'avec une cause, un concept abstrait, ton cerveau ne sait pas comment visualiser ton avenir avec. C'est flou. Donc, tu ne passes pas à l'action, tu ne cotises pas, tu ne t'inscris pas, tu n'achètes pas, tu ne suis pas, tu rejettes l'offre. Une personne, tu peux la séduire comme la détruire. Un concept, tu peux l'adopter, il peut t'inspirer, mais tu n'as aucune prise sur lui. Il ne va pas réagir, te répondre. Même à supposer que tu l'atteignes, tu ne sais pas s'il souffre à cause de toi ou devient heureux grâce à toi. Tu n'es pas satisfait. Le cerveau, comme à son habitude, pour se préserver, va chercher à gagner le plus vite possible ou faire illusion. Donc, comme par hasard, ce n'est pas impossible qu'il choisit tes proches pour un impact plus fort, plus scandaleux, plus spectaculaire, plus injuste. Il faut que ça soit assez concret pour que le cerveau comprenne, donc forcément, il ne choisit pas la subtilité. Tu choisis tes proches car tu connais leurs faiblesses, c'est plus facile. Quand tu as peur pour toi-même, les autres n'existent plus. Tu n'es pas en état de sauver les deux parties et tu ne veux surtout pas le reconnaître. C'est trop douloureux. À moins de travailler ton mental pour te renforcer et assumer ta part d'échec, ou simplement ton changement d'objectif, et accepter les conversations difficiles pour respecter ce qui peut l'être. Mais ça, c'est le cerveau rationnel, pas l'irrationnel, l'émotionnel, humain. Tout le monde n'a pas le growth mindset, mais des pensées limitantes par défaut en se croyant faible ou fort une fois pour toutes, comme une fatalité. Et se retrancher derrière cet état de fait comme une propriété fixe, une excuse qui dédouane de tout et permet à chacun de continuer à récidiver dans ses fautes, ses torts causés aux autres en toute impunité, en s'imaginant légitime ou mériter toute l'indulgence. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et l'humain bogue, au moins aussi souvent qu'une machine. Ça fait partie de sa nature dont on ne connaît toujours pas le fonctionnement exact avec tous les paramètres, surtout si on est tous des modèles uniques, avec une identité à assumer malgré tout, sans peur et sans reproche. Sois loyal envers toi-même. Car si tu n'es pas capable d'être fidèle à toi-même et ne pas te mentir, personne ne pourra. Comme si tu encourageais les autres à toujours faire semblant avec toi. Tu es sûr de vouloir ce genre de vie superficielle? Si la personne à qui tu tiens le plus te trahit, ce n'est pas ta faute au sens où tu dois t'accuser de tous les torts. Ça fait partie du jeu social élevé au rang hypocrite, au rang d'art, pour flatter l'ego des gens qui s'y adonnent. Ils veulent te contaminer pour te contrôler. Tu n'as pas à souffrir tel un enfant de parents qui se séparent, donc t'imaginant être la cause et que tu ne mérites pas leur affection. Mais tu as le droit de choisir d'être heureux, heureuse, sans t'accrocher à ce scénario idéal qu'après tout tu as imaginé, comme si tu avais le pouvoir de le contrôler. Sénèque aurait dit que tu souffres plus dans ton imagination que dans la réalité. Moi j'ai envie d'inverser l'idée, que tu peux aussi être plus heureux dans ton imagination que dans la réalité. Tu hackes ton cerveau. Regarde les enfants dans les pays pauvres, ils arborent un sourire incroyable. Parce que leur niveau d'exigence est tellement bas qu'ils sont heureux grâce à des petits riens en plus des surprises dans leur quotidien. C'est quand ils commencent à se comparer aux plus riches que leur cerveau pourrait développer des envies différentes et trouver comment les satisfaire honnêtement ou pas. La créativité n'a pas de limite, ni positive ni négative. Selon Anna Lemke, du livre Dopamine Nation, les pays riches comptent le plus de suicides, dépressions nerveuses et autres souffrances physiques, alors qu'ils disposent d'un accès constant aux plaisirs variés. Car à force de relever le niveau de satisfaction comme une surenchère, une compétition, les gens perdent leur enthousiasme de plus en plus vite et finissent par déprimer. Ton bonheur se crée grâce à l'imagination, soit ta perception de la réalité. Si l'imagination est capable du pire, elle est capable du meilleur. Tu peux décider d'inverser, pas par déni, mais pour avancer, garder de beaux souvenirs, apprendre des mauvaises et continuer sans cette personne, ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu reprennes confiance pour te créer tes propres satisfactions sans rechercher la validation de personnes que tu imagines supérieures à toi, comme ton ami, tes parents, car il y aura toujours quelqu'un, une mauvaise voie, à un moment ou un autre de ta vie. Selon The Happiness Advantage de Sean Hatcher, le bonheur c'est un chiffre à virgule, 2,901. Si tu crées 3 petits bonheurs pour toi ou mieux, pour autrui, tu compenses un malheur subi, indépendant de ta volonté, de ton pouvoir. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler tes émotions, tes réactions, ça s'apprend. Si tu as été habitué depuis l'enfance à ce qu'on fasse tout pour toi, c'est plus difficile, mais le mérite te reviendra totalement en contrepartie. Ah, les filles,
qui vous accrochez désespérément à vos ex, hein, si c'est toi ou une fille qui t'est proche. Stop. Tu mérites mieux que de te soumettre à la volonté de quelqu'un, et de toute façon, tu ne gagnes pas en inspirant la pitié, sauf dans les téléréalités et encore. On n'est plus du temps de Jane Austen, où les potiches, voire godiches, comptaient sur un riche mariage pour être heureuses, comme si elles étaient incapables de décider de leur propre bonheur, sans dépendre d'un homme capable d'entretenir leur vie oisive. Si tu crois que ça va s'arranger, tu te mens à toi-même et c'est dommage. Encore une femme qui va transmettre les gènes de la faiblesse et de la femme soumise au mindset limité aux générations suivantes. Tu préfères souffrir d'une douleur que tu crois contrôler à force de l'habitude, comme si c'était ta raison de vivre. T'es devenu accro sans savoir, sans te l'avouer. Bon, après tout, les filles, je ne vous comprends pas. Les contes de fées n'ont pas fait que du bien. Hein. Ce n'est pas démocratique, en fait, de rêver de princes et princesses, d'espérer qu'une magie, une royauté vienne t'offrir ton bonheur pour te récompenser. C'est du fixed mindset, en fait. Non, c'est à toi de gérer ta propre vie sans courir derrière quelqu'un, quelque chose pour te l'apporter. Autrement dit, un élément extérieur à toi-même. Et puis après, te contenter de pleurer quand il ne peut plus être ton héros et n'a pas envie de voir son échec sur toi à chaque fois qu'il croise ton regard désespéré. Quand tu regagnes ton estime de toi, ton ex est séduit alors que toi, tu l'as enfin oublié. Tu reprends le lead de ta propre story, à tes conditions, au lieu de dépendre du script que quelqu'un d'autre écrit et dans lequel tu n'as jamais le meilleur rôle. On a tellement de moyens de rencontrer des gens entre des immeubles bondés, plus que des maisons, des changements de boulot, des déménagements, des loisirs, des transports, des services. La probabilité est d'autant plus forte de croiser quelqu'un d'inspirant et que tu vas associer à l'amour, l'amitié, comme si c'était forcément l'un ou l'autre, alors que tu peux être tout simplement heureux de ton inspiration sur le moment et tu ignores pourquoi. Dans le cas du mariage, bon, c'est un contrat, c'est vrai, et tu pourrais te dire qu'il est réputé garantir la fidélité pour le pire et le meilleur, et en théorie. Il y a un siècle ou deux. Et encore. L'humain a toujours montré une créativité sans limite pour contourner cette contrainte, alors j'ai envie de dire qu'il coûte peut-être beaucoup trop cher pour offrir finalement peu de garanties. L'humain étant de nature complexe, ce contrat n'est peut-être plus aussi adapté à la réalité pour correspondre aux conditions qui permettent de satisfaire les deux parties, donc ici, le couple. Aux premiers qui ont inventé la vie maritale, le concubinage, une sorte de prototype de mariage, de période d'essai renouvelable, de MVP, chez les product managers, malgré tous, les haters, les mépris, les gossips et puristes du mariage, moi je dis bravo, quel cran! Adapté, innovant, pas cher, qui engage et désengage avec moins de pression et financièrement beaucoup plus abordable. Au début du podcast, je disais que c'était ta faute. Bon, pas entièrement, évidemment. Si tu t'es trahi, toi aussi, par ta meilleure amie, la personne la plus proche de toi et au pire moment. Je serais tenté de dire, même si on ne se connaît pas, que chacun a ses raisons, que tu sois d'accord ou pas, et personne n'a complètement tort dans le fond. Et si tu étais vraiment honnête avec toi-même et aussi par rapport à l'autre, si ça ne colle plus, s'il y a un clash, si les objectifs ne sont plus alignés du tout, et tu as peut-être mis un peu de temps à le reconnaître, parce que c'est fatigant d'investir et de vérifier. Personne n'aime les conversations difficiles. Plus tu recules devant cette tâche aujourd'hui, plus tu cumules tes problèmes pour demain, comme si tu considérais que demain, voire l'avenir plus lointain, était moins important qu'aujourd'hui. Comme si tu voulais, pour revenir au cerveau, différer un malheur présent. Tu diffères une dispute avec ton meilleur ami, ton associé de partenaire, plutôt que d'investir sur un avenir, comme si le problème allait disparaître ou s'atténuer demain, comme un orage qui passe dans l'illusion de préserver la relation à laquelle tu t'es habitué depuis si longtemps que ton cerveau refuse de croire qu'elle puisse faillir. Car ton cerveau a peur de souffrir, donc il étouffe la menace, la dénigre. Bizarrement, il est le premier à te pousser à fuir devant un danger imminent, mais les bombes à retardement, il manque de flair. C'est une menace dénigrée. D'autres personnes, au contraire, sont plus à l'écoute de leurs sensations et perçoivent que quelque chose ne va pas et choisissent d'adresser le problème, reconnaître son existence. Donc s'engage à le gérer en étant de mieux en mieux entraîné à repérer les signes, les indices. C'est de l'interoception. Toi, tu continues de parier sur ta relation que tu avais envie de croire fiable. Après, la nature humaine évolue et chacun trouve des trésors de créativité pour fuir les efforts. Même si tu as fait tout ce qui était possible pour vérifier avant de faire confiance, tu ne peux pas empêcher ton ami de changer de stratégie, d'objectif, de priorité. Tu connais la croyance « l'herbe est plus verte ailleurs ». Ton ami, à force de te côtoyer, croit peut-être que tu ne peux plus évoluer et préfère tenter sa chance avec un nouveau. Ça me rappelle l'abominable, pour moi, étude dans le livre « Algorithms to Live By », l'informatique des décisions humaines de Brian Christian et Tom Griffiths, qui explique à quel moment tu dois décider de recruter un nouveau jeune prestataire inexpérimenté mais qui peut te réserver de bonnes surprises au lieu de garder le senior qui ne te satisfait plus qu'une fois sur deux. Et donc tu juges la probabilité d'évolution stagnant, autrement dit, ne peut plus t'étonner.
Tu crois contrôler d'une certaine façon ton ami comme s'il jouait un rôle dans ta story, à croire que tu l'as casté dans ce rôle et qu'il n'a pas le droit de rompre le contrat. Bon, j'exagère, hein, mais comme on retient les sujets plus facilement de façon atypique et aussi pour grossir le trait, même si hélas tu as connu pire et le mot est faible. Sinon tu ne chercherais pas ce genre de vidéo pour sûrement comprendre et trouver un écho à tes expériences, même un peu. Cela aide à rebondir et prendre des décisions pour éviter la prochaine fois ou aider les autres. De plus, mettre des mots plus précis sur les problèmes te permet de les identifier plus facilement, de les clarifier pour t'accorder plus de chances de les résoudre en les découpant par petits éléments plus faciles à gérer et à comprendre. Selon le livre Emotional Agility de Susan David, l'idée c'est que les personnes qui savent nommer, qualifier leurs émotions avec un vocabulaire riche, exact, nuancé, savent mieux gérer les hauts et les bas, les aléas de la vie, que ceux qui vont tout voir en noir et blanc, de façon manichéenne, binaire, et qui vont te sortir des avis à l'emporte-pièce sans aucune créativité, puisque ce sont des avis qui existent déjà, car ils n'ont rien inventé. Voilà. Pas de quoi te laisser impressionner. Si par rapport à ce présent, l'avenir te semble un peu beaucoup trop loin, c'est flou. Tu ne visualises pas aussi clairement dans ta tête, hein, ni pour t'exciter, ni t'en inquiéter. Donc ça t'arrange d'imaginer que ce n'est pas si important. L'ennui, c'est que ça fausse tes priorités, donc des décisions. C'est le réflexe de ton cerveau, tu ne t'en rends même pas compte. Tout ce qui se passe demain se prépare aujourd'hui, sinon demain finit par se retrouver avec le cumul de ce que tu n'arrêtes pas de différer aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu te mens, tu n'as pas le courage de prendre en charge tes responsabilités, de confronter ton ami et votre problème commun d'objectifs divergents de façon transparente, si tu n'as pas dit tout ce qu'il faut dire, ni écouté tout ce qu'il faut entendre, parce que tu as trop peur de souffrir, bien tout ce cumul de peine, tu l'auras causé toi-même, avec ou sans la complicité de ton proche, soit une situation pire pour ton futur, avec encore plus de difficultés à te détacher émotionnellement de la personne pour gérer la crise de confiance. Aujourd'hui, il importe que tu checkes toutes les données actuelles du projet, toutes les datas pour que chacun décide en connaissance de cause. Voilà, et ça permettra d'échouer plus tôt, à savoir si vraiment ça devait mal se passer, autant que ça ne traîne pas, puisque dans chaque expérience, plus ça traîne, plus c'est cher à tout point de vue, surtout émotionnellement, et c'est humain. Enfin, c'est le cerveau, plus exactement. Quand il côtoie trop longtemps quelque chose, il s'habitue, il a du mal à se déshabituer parce que le statu quo est si confortable. Le cerveau n'a pas besoin de réfléchir, le cerveau n'aime pas tant que ça réfléchir, par défaut. Enfin, en fait, ça le repose, il n'aime pas trop changer, casser la routine parce que c'est agréable. On n'est pas tous des Sherlock à devenir fous et tirer sur le mur du 221B Baker Street, juste parce qu'on n'a pas assez de problèmes difficiles à résoudre. Surtout si Sherlock est un personnage de fiction, donc pas de complexe à avoir. Cela dit, Sherlock a raison de challenger son cerveau pour devenir meilleur, même s'il se considère déjà le meilleur. Et pour ça, il faut donner du travail motivant au cerveau. Comment lui ordonner d'accepter de changer et d'oser engager les conversations difficiles? Ça exige beaucoup d'efforts. Si tu n'as pas l'habitude, s'il y a toujours quelqu'un pour négocier à ta place, peut-être même cet ami, justement, c'est plus difficile. Mais ça en vaut la peine, parce que si tu continues à te coltiner des gens qui finalement ne te ressemblent plus, ne t'apportent plus rien, j'entends par là que ces gens ne t'inspirent plus de quoi progresser, t'améliorer et ne veulent plus vraiment avoir affaire à toi, parce qu'ils croient qu'ils ont fait le tour et que tu ne pourras rien proposer de plus qui vaille leur argent, temps, réputation, énergie. C'est leur point de vue limitant sur toi, ou plutôt sur vous, ensemble. Toi et ton ami, frère, sœur, associé, proche parent, équipier, partenaire social, professionnel, toute personne qui t'a trahi alors que c'était inconcevable. C'est injuste, d'une part, de les retenir dans ta vie, ou en tout cas dans une part trop importante de ta vie, alors que d'autres personnes mériteraient d'intégrer ton quotidien, pour que vous puissiez mutuellement vous soutenir et grandir ensemble, avec des valeurs partagées, pour que tu retrouves ta motivation et ta créativité au point de découvrir des solutions que tu n'aurais jamais imaginées avant. Parce que tu t'enliserais à tourner en rond sur la même chose, auprès de quelqu'un qui finalement ne te disait plus rien parce que ça ne l'emballe pas. Ce que je vais te dire peut te sembler inhumain, mais bon, de toute façon, je ne contrôle pas ce que tu penses, donc ça ne changera rien. Tu connais la citation, quand deux personnes sont toujours d'accord, l'une des deux ne sert à rien. Bon, c'est un peu fort, peut-être, que cette personne désirait changer d'environnement parce que tu ne l'inspires plus. On peut marcher, voyager, changer de cadre en négociation, au lieu de rester dans la salle de réunion pour obliger le cerveau à sortir du pilotage automatique et rester alerte aux opportunités. Mais si ça ne suffit pas, que le contexte principal c'est toi et votre lieu de travail ou de vie commune, reste totalement impossible. Et ce que tu penses n'est que ta version, ton interprétation de qui je suis. Tu me connais pas, tu peux pas prétendre me connaître en une vidéo ou même en plusieurs. Même moi, je ne me connais pas assez. Mais j'apprends et je me redécouvre à chaque instant. Et voilà,
comment moi je le gère. C'est très contre-intuitif, je te préviens, mais c'est ce qui marche avec moi et me permet de prendre mes responsabilités, tout en ne comptant pas sur la validation d'autrui, et éviter d'être trahi ou en tout cas de cumuler des conditions pour que ça ne se produise pas. Voilà ce que moi je fais. Je fais confiance de façon contextuelle. Oui, je sais. Tout le monde a envie d'avoir de super amis sur lesquels compter H24, 7 jours sur 7. Bon, déjà, c'est très rare. Si tu en as, tant mieux. S'ils viennent vraiment à toute heure pile quand tu en as besoin, quelle chance. C'est que tu dois valoir leur peine, qu'ils estiment gagner leur journée avec toi. Mais n'oublie pas qu'ils ont une vie aussi. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas là quand justement tu as une urgence comme un déménagement qui bloque la journée et souvent un week-end. C'est quand même pas leur faute. Voilà, donc contextuel, qui dépend des circonstances. Ce n'est pas de l'amitié, de la confiance inconditionnelle. Faut que ça les arrange, que cela respecte vos priorités mutuelles. C'est à toi de leur proposer une occasion de gagner leur journée, en te rendant un service qui ne leur coûte pas si cher que ça et qu'ils sont capables de faire avec le sourire. À toi de les connaître suffisamment pour les flatter dans le bon sens, pas en étant hypocrite, mais en étant capable d'apprécier ou de les motiver pour que grâce à toi, ils arrivent à progresser. Attention, répondre à côté, noyer le poisson, ce sont 2 sports nationaux qu'on connaît tous en entreprise, dans le voisinage, partout, sur les réseaux sociaux, quand les gens ont un avis sur tout et une expertise en rien. À toi d'être transparent pour que, chaque fois que tu les abordes, on sent que tu ne vas pas les piéger, ni mettre en avant leurs défauts, à moi d'en rire, mais bon, chacun a quand même son ego et ses limites en tolérance. Tu ne te permets pas n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand. Voilà. Un peu comme les stars entre 2 tournages, prêts à jouer avec peu de cachet pour Woody Allen. Ce n'est pas le gain financier qui rend le job intéressant, c'est l'occasion de participer à un projet créatif compatible avec leur agenda. Alors même si tu n'irais pas déjeuner avec ces personnes-là, tu peux quand même trouver un contexte favorable où tu formes vraiment une équipe ponctuelle qui fonctionne. Mis bout à bout, même si tu n'as pas un unique super ami, tu peux te composer une équipe, un panel, un ensemble de personnes réunissant des qualités combinées d'une personne presque parfaite, idéale comme jamais, et disponible, chacune se relayant pour t'en donner l'impression quand tu en as besoin, mais pas toutes en même temps. Chacune sa part, chacune son tour, et les réseaux sociaux peuvent te servir à condition que tu choisisses toujours quand, où, comment, pourquoi, pour qui te connecter. Il s'agit d'être assez honnête, ouvert, flexible, multidomaine. Autrement dit, faire l'effort d'apprendre, de connaître suffisamment de spécialités pour être capable de leur parler dans leur langage, parce que c'est une politesse, comme être capable de se souvenir du prénom de quelqu'un, prononcer son nom correctement. Je dirais que c'est un minimum de s'intéresser à ce qu'ils aiment, même si ce n'est pas ta spécialité que tu ne peux prétendre maîtriser en temps record, parce que eux ont travaillé par passion depuis toujours. Mais au moins réussir à poser les bonnes questions pour que la conversation puisse les valoriser, en plus d'apprendre quelque chose pour que toi, tu ne passes pas non plus pour une imbécile. Convertis, négocie, soigne la conversation en expérience positive et on se souviendra de toi sur les sujets, les valeurs humaines qui comptent, avec ce sentiment d'anticipation de te retrouver la prochaine fois, comme une story en série qu'on a envie de suivre, comme un FOMO, Fear of Missing Out, une nouvelle habitude. Au lieu de craindre chaque coup de fil que tu vas passer ou chaque message que tu vas envoyer, si c'est pour se dire « Oh, encore elle va encore me demander un truc que je ne sais pas faire, elle va encore sortir un truc désagréable, me déprimer, me culpabiliser. » Je pense que c'est logique. Face aux amis, c'est pareil. Il faut que ce soit des amis à 100% ou des bouts d'amis contextuels. Donc, tu restes toi-même. Mais en respectant aussi leurs valeurs, tu peux quand même trouver satisfaction en toute authenticité et compenser le fait que parfois, tu n'as pas tout le temps ton ami disponible et apte à t'aider chaque période de ta vie, surtout que tu n'as pas les mêmes amis à 15, 20, 35 ans, 50, 60, 70 ans et plus. Je pense que tu peux trouver ce genre de satisfaction et puis essayer d'innover, varier les découvertes pour être encore plus sensible, plus ouvert, plus généreux et attirer les personnes qui t'inspirent encore plus d'envie de vivre et de te battre pour ton existence. Parce que toi, tu as su les inspirer suffisamment pour qu'ils aient envie, pour qu'ils trouvent que ça les valorise, leur journée, leur quotidien, de t'accorder, de partager leur attention. Tu vaux bien une partie de leur quotidien, semaine, que toi seul sais leur apporter. Tu bonifies leur journée, grâce à toi ils améliorent leur ordinaire. Une trahison, c'est douloureux. Tu crois peut-être que je minimise tout ce qui a pu t'arriver alors que je pose des hypothèses pour que ça ne se produise plus, ni pour toi, ni pour quiconque, mais que tu travailles aussi de ton côté pour mieux comprendre le fonctionnement potentiel et assumer tes propres responsabilités et simplement progresser en tout point, notamment sans être limité par les trahisons des autres, qui sont peut-être des signes d'un dysfonctionnement que tu n'as pas su percevoir assez tôt. Mais si tu ne comptes pas à 100% sur quelqu'un et que tu répartis ta confiance comme tu répartis les risques dans tes investissements financiers, tu mets pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit, et certaines coquilles sont plus solides et plus fragiles, à toi de ne pas supposer que tous les œufs se valent à l'identique, ça ne se devine pas.
Certains œufs peuvent même en cacher deux. Tu gagnes confiance en toi, même pour ne pas te sentir dépendant de ce que tu ne contrôles pas. Tu te donnes plus de chances, question de probabilité, de ne pas être déçu, donc trahi, et tu atténues la violence d'une trahison si, malgré tout, elle se produit. Tu ne pourras pas toujours éviter de tomber sur les mauvaises personnes. Tu peux apprendre à mieux te connaître, à mieux observer les faits tels qu'ils sont et communiquer pour vérifier que toi et les personnes avec qui tu t'engages partagez vraiment et encore les mêmes valeurs, objectifs, vous restez alignés, vous ne faites pas semblant par politesse ou habitude. La vie est à la fois courte et longue. Tu as le droit de changer de priorité et ton ami aussi. Ce n'est pas son job de t'apporter ton bonheur tous les jours pour le petit déjeuner. C'est à toi de prendre le ownership, le lead de ta propre réussite. Si tu as des alliés qui t'aident, tant mieux. Et ce sont des bonus. Le principal reste de ta responsabilité. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cet épisode t'inspire pour mieux comprendre la nature humaine et apprendre comment te défendre au quotidien et défendre ce qui compte pour toi. Merci de liker la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications. Je sais, c'est beaucoup, mais tu offres plus de visibilité à la chaîne et la vidéo en un clic. Commente pour toute ta vie, idée, pour que j'améliore le contenu. Si tu as aimé, parle-en à tes amis, sinon partage tes ennemis. Sharon et moi on te salue et surtout continue de grandir. C'est à toi de choisir t'es qui, quand, où, comment, combien, pourquoi, pour qui, jusqu'où, à quel point. Si tu considères que tu n'es pas au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment, tu n'as pas les bons parents, les bons amis, les bons collègues, les parents, tout ce que tu ne veux pas, c'est aussi à toi d'aller les chercher. Tu as les moyens maintenant en 2024. Mais c'est pas forcément une question de fortune, mais même, que serais-tu prêt à donner pour vivre la vie que tu sens que tu mérites, pour qu'elle dure et qu'elle continue à t'inspirer. Merci, abonne-toi à la chaîne si tu veux que je développe le sujet. Tu as dû repérer de nombreux points que j'ai survolés. Je m'inspire de ce que je connais, de ce que j'ai cru comprendre, ce sont des hypothèses. Si tu apprécies un style plus littéraire sous forme de roman imaginaire, car l'imaginaire sert de métaphore au concept extrême, le premier tome de ma tétralogie Cœur de Magma est disponible, lien en description.